Le coin lecture. Présenté par Emmanuel Dufour. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 7e numéro du Coin Lecture, l'émission de Radio Libre en Périgord dédiée à la lecture de textes d'autrices et d'auteurs locaux et contemporains. Aujourd'hui, nous allons découvrir un texte de Jackie Péric. Jackie Péric, qui vit à Périgueux, est journaliste et autrice de romans contemporains, de romans érotiques et de guides pratiques. Elle a publié plusieurs livres en auto-édition qu'on peut se procurer sur Internet et à l'espace culturel Leclerc de Trélissac, parmi lesquels Jeu immoral, La faute exquise, Le confinement, la maladie n'est rien, c'est la privation de liberté qui m'a tué, 365 jours pour être heureux et Le plan divin, 2 vies, un destin, dont nous allons lire quelques extraits aujourd'hui. Partie 1, 2 vies, chapitre 4, Léa. Léa se réjouissait de la nouvelle vie qu'elle allait mener dorénavant. Mais l'arrivée à la gare de Bordeaux l'a fait déchanter. Ce n'est pas vraiment ce qu'elle s'attendait à découvrir. Il fait nuit et elle ne sait pas où aller. Le hall d'arrivée est en travaux, ce qui ajoute au sentiment d'insécurité ambiant. Dormir à la gare n'est pas prudent. Malgré son jeune âge et son inexpérience, Léa suit son instinct. Elle sort de la gare avec précipitation et se dirige vers les hôtels proches. Elle en évince plusieurs avant de se trouver face à un établissement dont le prix lui semble plus raisonnable. Sa connaissance de la valeur des choses se résume aux rares achats que ses parents l'ont autorisée à effectuer, cigarettes et pain. Mais elle n'a pas envie de traîner dans les rues sombres. Elle pousse la porte. Bien que le concierge la regarde avec insistance, il ne pose aucune question sur son âge ni son identité. Il empoche les billets et lui remet une clé. Chambre 5, au rez-de-chaussée, au fond du couloir. Il se replonge dans son magazine et ce n'est pas Léa qui s'en plaindrait. La chambre est ordinaire, mais pour Léa, c'est le grand luxe. Elle se jette sur le lit au matelas trop mou et regarde le plafond avec béatitude. Pourquoi n'ai-je pas fait ça plus tôt ? Tout excitée par sa nouvelle liberté, elle se déshabille lentement et se dirige vers la salle de bain attenante. Elle aperçoit sa silhouette dans le miroir au-dessus du lavabo. Elle n'a jamais pris la peine de se regarder. Son corps a toujours été un tabou, une chose dont elle avait honte. C'est ce corps qu'elle observe maintenant qui l'a menée à ses malheurs. Pourtant, il n'a rien de sensuel. Elle est maigre, ses seins sont ceux d'une enfant de 10 ans, ses hanches sont anguleuses et décharnées. Seuls ses poils pubiens témoignent de son âge. Sous la douche, Léa apprécie le bercement de l'eau. Elle a oublié d'emporter un savon, ce qui l'oblige à se laver à l'eau. Mais cela n'altère pas son plaisir. Elle est seule, elle peut prendre son temps, sans être sur la défensive. Elle reste un long moment sous l'eau chaude, jusqu'à ce qu'elle devienne tiède puis gelée. Mais ça ne lui fait pas peur. Libre, je suis libre. C'est avec cette pensée qu'elle s'endort. Chapitre 9, Théo. Lorsqu'il reprend le scooter pour retourner à la villa, Théo est serein. Perdu dans ses pensées et les décisions qu'il prendra à son retour, il ne fait pas attention au chemin qu'il emprunte. Il ne réalise qu'il s'est perdu qu'au moment où il se retrouve dans une forêt. Mais il n'a pas envie de faire demi-tour. Il est intrigué. Il s'enfonce dans la verdure quand soudain, il aperçoit un temple. Il coupe le moteur du scooter et s'approche en silence.
À l'intérieur de l'édifice religieux, de nombreux fidèles sont assis sur des bancs. Ils regardent manger des moines assis en tailleur sur le sol devant l'autel sous le Bouddha. Intrigué, Théo reste au fond du temple à observer discrètement la scène. Quand subitement, un moine fait un geste de la main. Tous les fidèles se lèvent alors pour installer des tables. Comprenant que l'heure du repas avait sonné pour les fidèles, Théo s'apprête à partir lorsqu'un moine le fixe du regard et fait signe à un fidèle qui s'approche de lui avec révérence. Le moine regarde Théo pendant tout le temps que le fidèle lui parle à l'oreille. Dans un anglais teinté de douceur asiatique, celui-ci explique à Théo que le moine l'invitait à se joindre à eux pour partager leur repas. « No, no, thank you », répond Théo, gêné à l'idée d'avoir interrompu un moment sacré. Le fidèle explique alors à Théo que, comme il est dans le temple, leur culture leur impose de partager leur repas avec les visiteurs, ajoutant que cela leur ferait très plaisir. Mal à l'aise, Théo obéit. Il est le seul occidental sur les lieux. Il est plus gêné encore lorsqu'il réalise que toutes les familles présentes ont apporté de la nourriture. Mais l'embarras de Théo disparaît rapidement devant la gentillesse et la bienveillance des gens. Tous souhaitent lui faire goûter leur plat. En discutant avec quelques fidèles, il découvre que cet office a pour but de célébrer les 99 ans d'une des personnes présentes. Théo est interrogé sur son pays natal, ses vacances, sa religion. Il n'ose dire qu'il est athée. L'ambiance est festive, mais tout en délicatesse. Il n'avait jamais songé que l'on pouvait s'amuser sans musique assourdissante, sans lumières aveuglantes et sans substances chimiques. À son tour, il les questionne sur leur vie, leur famille et leurs croyances. Après de longues minutes passées à discuter et à partager le repas, on propose à Théo de parler au doyen, ce qu'il suppose être le titre le plus élevé chez les moines. Il accepte avec enthousiasme. Mais sa joie est de courte durée quand on lui apprend que ce dernier est en période de silence et ne pourra parler avant 3 semaines. 3 semaines! Théo a du mal à imaginer un être resté volontairement muet pendant une si longue période. Un peu déçu, il reprend tout de même les échanges avec les fidèles, apprenant des choses intéressantes sur le fonctionnement et les valeurs du bouddhisme. Lorsqu'il reprend la route vers la villa, il réalise que cette expérience va changer sa vie irrémédiablement. Partie 2, un destin. Mais non, il ne s'agit pas de s'émerveiller de tout, de voir du positif dans tout, se défend Théo. Léa n'est pas convaincue. Dans le livre que tu viens de me prêter, j'ai lu un truc complètement débile, rétorqua Léa. La pensée positive n'empêche pas d'être réaliste, c'est certain. Et pourtant, l'auteur vend un énorme mensonge, riposte-t-elle. Avant que Théo n'ait eu le temps d'objecter, Léa explique. Il s'est évertué à trouver du positif dans des événements pénibles. Par exemple, quand il converse avec une jeune veuve, il lui dit ouvertement que le décès de son mari est positif, puisqu'il offrait à la jeune femme l'opportunité de s'interroger sur ses propres désirs. C'est certain que, vu ainsi, ça manque de tact, mais non, attends, je continue, le coupe Léa. Après la conversation qu'il a eue avec cette femme, il raconte la fabuleuse réussite sociale de cette femme après la mort de son riche époux. C'est peut-être vrai, tente Théo. Il l'a écrit, je veux bien le croire, mais il justifie le fait que cette veuve avait su tirer un profit personnel de la fortune de son défunt époux pour réussir sa vie professionnelle, s'irrite Léa. Comme si la mort de son mari, père de 2 enfants en bas âge en plus, était justifiable. Et alors, à ton avis, combien de veuves parviennent-elles à simplement subvenir aux besoins de leurs enfants, au décès de leur conjoint ? Je ne sais pas, peu, je suppose. Exactement, s'enflamme Léa. J'estime qu'on ne peut pas trouver du positif dans chaque événement.
Cette veuve dont il parle a profité de l'important héritage que son mari lui a légué, soit, mais comment peut-il lui dire que c'est grâce au décès de son époux qu'elle a pu lancer son affaire de je ne sais plus quoi d'ailleurs? Elle reprend son souffle et poursuit. Cet auteur américain est devenu un conférencier millionnaire en vantant une méthode de bonheur absolu basée sur le mensonge. Théo, qui est un fervent adepte de la spiritualité, n'a pas d'argument. Il reconnaît que certaines personnes mal intentionnées profitent de la crédulité des gens pour s'enrichir. Et tu sais quoi? J'ai lu le livre d'un trait pour arriver à la méthode imparable pour devenir riche, selon lui. Je ne me souviens plus trop, c'est un livre que j'ai lu il y a bien longtemps, pas celui que je préfère d'ailleurs. Je résume, il dit que tout le monde peut être riche, il suffit de le vouloir et d'y croire. Théo ne répond pas. Léa enchaîne. Tu ne te souviens pas de son conseil magique pour devenir millionnaire? Sans attendre la réponse de son ami, elle balance. Il dit qu'il faut trouver un ami banquier qui te conseillera les actions en bourse qui rapportent. Et y croire, voilà, c'est aussi simple que ça, bravo. Léa applaudit à la fin de son discours. Elle oscille entre le rire et la consternation. C'est certain, elle éprouve encore d'énormes réticences quant à la notion de pensée positive. Théo, qui songeait uniquement à l'aider à mieux supporter sa maladie et son passé, est contrit. Il aurait dû lui conseiller un autre livre. Théo est heureux de passer les fêtes de fin d'année avec Léa, après son séjour en Thaïlande, qui avait mené à sa prise de conscience. Il avait rompu avec tout le monde, sa famille y compris. Il n'avait pas eu le courage d'affronter le regard d'admiration de sa mère, alors qu'il venait de réaliser à quel point il s'était montré odieux tout au long de sa vie. Sa renaissance avait nécessité presque 2 années. 2 années durant lesquelles il avait fait un travail incroyable et indispensable sur son attitude, ses actes, ses pensées. Lorsqu'il était enfin retourné à Bias, ses parents l'avaient accueilli les bras ouverts, comme s'il s'était quitté la veille. Ils avaient passé de longues heures à discuter. Théo s'était expliqué sur son absence, son besoin de se recentrer pour devenir un autre homme. Si les rapports avec sa mère restaient inchangés, celle-ci lui vouant toujours un amour inconditionnel, il s'était rapproché de son père. Comme si le fait d'être devenu un homme bien avait gommé le malaise de leur ancienne relation père-fils. Avec sa sœur Sandrine, rien n'avait changé, si ce n'est qu'il la voyait peu. Non pas pour des raisons sentimentales, mais purement géographiques. Elle était mariée à un homme d'affaires australien, et elle vivait entourée de son époux et leurs 3 enfants à Brisbane. La famille passait Noël dans la maison des Landes 1 année sur 2. Quelques années à peine après leurs joyeuses retrouvailles, les parents de Théo avaient péri dans un accident de voiture. Un chauffard ivre, très connu des services de police, avait croisé leur route un jeudi après-midi de mars. Théo avait ressenti un chagrin d'une intensité jusqu'alors inconnue. Puis, grâce à sa pratique quotidienne de la méditation, il avait réussi à sortir de la colère pour se concentrer sur les dernières années passées avec ses parents, durant lesquelles ils avaient formé une famille unie et aimante. Pour le Noël suivant, Sandrine, son mari Jamie et leurs adorables bambins avaient tout fait pour rendre agréable son séjour chez eux. Néanmoins, il se sentait un peu comme une pièce rapportée, surtout avec ses nièces et neveux qui grandissaient à des milliers de kilomètres de l'Hexagone. Ils avaient beau le chouchouter, l'inclure dans toutes leurs activités et discussions, il restait le maillon inattendu de leur bonheur familial quotidien. Si les enfants avaient adoré passer les fêtes suivantes dans sa maison de la banlieue parisienne, surtout pour les sorties dans la capitale et les parcs d'attractions, le temps avait fini par créer une distance naturelle. Les années suivantes, les échanges de vœux s'étaient faits par webcam avec le déballage des cadeaux envoyés par la poste devant la caméra. Avec l'arrivée de Léa dans la vie de Théo, tout avait changé, même Noël. Léa ne parvient pas à trouver le sommeil. Comme à chaque période trop chaude ou trop froide, l'inflammation s'aggrave. Elle ressent des douleurs indescriptibles dans les jambes, le dos et le ventre, comme des brûlures intérieures accompagnées de spasmes qui irradient tout son corps. Certains thérapeutes avaient évoqué des toxines, quand la plupart pensaient à des contractions dues au stress. Le stress,
Les médecins avaient tendance à l'utiliser à toutes les sauces pour justifier leur manque d'intérêt pour les symptômes qu'ils n'avaient pas étudiés durant leurs études ou non visibles sur les radios. Si le stress contribue très probablement à ces problèmes, il n'est pas la cause directe de ces douleurs. Léa en est intimement convaincue. Elle regarde son radio-réveil, 1h36. Elle se demande si Théo dort. Elle saisit son téléphone, ôte le mode avion et écrit « Tu dors ?» Moins d'une minute plus tard, la réponse de Théo lui parvient « Non ». En réalité, il dormait. Mais, depuis qu'il fréquente Léa, il garde son téléphone allumé, volume au maximum près de sa table de chevet, au cas où elle aurait besoin de lui la nuit, lorsqu'elle est seule. Il ment. « Je n'arrive pas à dormir non plus. Je t'appelle ?» Le téléphone de Léa sonne pratiquement instantanément. Théo la sermonne gentiment. « Comment se fait-il que tu ne dormes pas encore ? Tu sais pourtant que les princesses doivent se coucher tôt pour être belles. » « Je ne suis pas une princesse et je ne serai jamais belle. »« Tu veux que je te raconte une histoire ?» se moque Théo. « Oui !» Il se lance. « Il était une fois, dans un pays lointain, une jeune fille qui rêvait d'être... » Léa termine sa phrase. « Princesse !» ?»« Non. Comptable. » Léa éclate de rire. Elle est tellement heureuse d'avoir un ami comme Théo. Il parvient toujours à lui faire oublier la maladie et les pensées morbides. Quelques jours plus tard, quelques minuscules centimètres de neige résistent sur les pavés parisiens. Si ce phénomène a provoqué un blocage massif de la circulation, cela n'empêche pas les deux amis de marcher joyeusement sur les trottoirs des grands boulevards. Théo ne se lasse pas de passer et repasser devant les vitrines des magasins et de s'émerveiller devant l'éclairage des rues. Face à cette ambiance festive, Léa se sent également gagnée par la magie de Noël. Elle trouve que les gens sont moins stressés, qu'ils prennent le temps de regarder les vitrines, et chose étonnante, ils sourient. Elle ébauche un sourire en constatant qu'elle vient de confirmer la principale critique de Théo envers les Parisiens. Il refuse de prendre le métro car, dit-il, les gens sont sinistres et parviennent toujours à gâcher sa journée. « Qu'est-ce qui te fait sourire ?» s'enquiert-il. « À force de te fréquenter, je me mets à penser comme toi. »« Et ça te fait rire ?»« Oui, » répond-elle en le poussant d'un léger coup d'épaule. À son tour, il la chahute et éclate de rire quand il doit la rattraper pour lui éviter de tomber sur le côté. Avec son 1m56 et ses 41 kilos, Léa est une plume comparée au 1m83 de Théo. Il lui prend la main, et la maintenant dans la sienne, il continue de se promener. Il passe une boutique de cadeaux à destination des touristes, un magasin de chaussures, une agence de voyage, une boulangerie-pâtisserie. Théo s'arrête et avant de faire marche arrière, proclame « J'ai une idée. Je vais t'emmener à New York pour Noël. » Vous venez d'entendre quelques extraits du livre « Le plan divin, 2 vies, un destin » de Jackie Péric, que vous pouvez vous procurer sur Internet et à l'espace culturel Leclerc de Trélissac. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que le Coin Lecture est aussi votre émission. Si vous êtes autrice ou auteur de textes que vous aimeriez entendre lire à cette antenne, ou si vous souhaitez me recommander des autrices et auteurs locaux et contemporains, vous pouvez contacter RLP par mail à l'adresse radiolibreempérigord@gmail.com ou par téléphone au 05 53 46 80 24, où vous pourrez laisser un message en précisant le nom de l'émission, Le Coin Lecture. Merci de votre écoute et à la prochaine fois.